malgré les nombreux coups. Vous restez debout et les nombreuses prédictions tiennent la route. Le cas du Tchad, d'ailleurs, on en parlera dans un instant. Dieu sait combien et comment vous avez été plus ou moins critiqué dans vos prises de position, en tout cas sur la situation tchadienne. Aujourd'hui, les faits vous donnent raison et on veut le reconnaître à juste titre à Mondovision. Mais nous allons évacuer la question centrafricaine pour apprécier avec vous, Président, les véritables enjeux aujourd'hui autour donc, de ce corridor Douala-Bangui qui semble être désormais la nouvelle trouvaille des terroristes qui ont visiblement juré la main sur le cœur. Eh bien, de faire croire à ceux qui avaient peut-être célébré très tôt la maîtrise de l'intérieur du pays, qu'il y avait peut-être encore fort à faire, notamment autour de ce corridor qui permet effectivement d'approvisionner Bangui aujourd'hui en biens de richesse. Alors, quels sont les véritables enjeux autour donc de ce corridor, Président? Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, mon frère Fabrice. Je suis toujours très flatté à l'idée de vous retrouver le dimanche et souvent en semaine pour faire la fête, festin. C'est toujours le festin. Historiquement, c'est le festin, ça sera toujours le festin. Donc, je salue mes co-panélistes de camp, je salue Maître Janvier Momo. Je salue Jonathan Batangeni. Ils connaissent toute l'affection et le respect que j'ai pour eux. On rappelle que Charlie était également retenu pour cette édition. Malheureusement, son papa est passé des viâtres pas très tôt ce matin et donc il est en déplacement pour l'Ouest. Il a perdu son papa, il m'a informé ce matin. Ben, nous allons lui préparer la place pour rejoindre le club. Mais il sait qu'il a toute notre solidarité et on va s'organiser pour lui apporter la chaleur des compagnons de combat. Donc s'il nous écoute là où il est, qu'il soit rassuré de toute notre assistance, de toute notre solidarité et de toute notre compassion, notre frère Charlie. Et quand on aura plus d'informations sur papa, nous allons continuer à rendre hommage à cet homme qui nous a donné un brillant fils. Comme Charlie Kenyé. Donc je salue toute la famille, je le salue lui-même. Nous sommes ici à Mondovision, on est en solidarité avec toi, mon cher Charlie. Je salue les techniciens, Carlos, tout le monde, qui se battent comme ils peuvent pour qu'on soit au rendez-vous ici. Bertrand a soulevé un sujet. Il m'a qualifié de membre du peuple Sawa. Bon, moi, les affaires de Ngondo, tout ça, je ne m'y intéresse pas. Peut-être plus. Non, je ne m'intéresse pas. Depuis le départ. Vous savez pourquoi? Jeton. C'est pour le grand. Moi, je suis un petit. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis un petit, c'est pour le grand. Alors, pourquoi vous voulez que moi, j'aille là où il y a les grands? Moi, je suis un petit. Donc, moi, je n'aime pas là où il y a les grands. Moi, je reste à mon petit niveau. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas concerné. Je ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas critiqué sa valeur culturelle, ce qui en reste, etc. Tout ça. C'est pour les grands, voilà. C'est pour les Djania. Moi, je ne suis pas un Djania. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, une fois que je l'ai dit, je reviens à votre sujet. Vous parlez des enjeux autour du corridor Douala-Bangui. Ce n'est pas nouveau. Il suffit d'interroger pour ne pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit, avec toute la pertinence qui les caractérise. L'économie criminelle, l'économie du terrorisme, qui est une économie criminelle, mais un de ses leviers, c'est d'insécuriser les routes, les corridors stratégiques. Lorsque ces groupes-là, quand ils ne sont plus, comment on dit, en première ligne dans le combat terroriste politique et géopolitique, ils se convertissent rapidement, ils retrouvent ce qu'ils savent faire rapidement. Entre autres, ce n'est pas la seule activité, ce n'est pas le seul levier. Insécuriser les routes pour les contrôler.
Parce qu'en contrôlant ces routes-là stratégiques, ben, ils ont des revenus. Ils deviennent des douaniers, ils créent toutes sortes de revenus là-bas, ils taxent les commerçants, tout ça, voilà, ils gagnent de l'argent. Donc, il faut comprendre que l'enjeu autour du corridor est d'autant plus intensifié parce que ces groupes terroristes sont, pour certains, en situation de suivi. Parce que vous savez, les terroristes sont très en l'aise et en haut quand leur parrain, est puissant, quand les parrains sont en première ligne, etc. Ça leur donne du travail, le travail géopolitique. Mais une fois de plus, quand je vous dis, quand le parrain est en situation difficile, il se convertit dans les activités primaires, les activités qu'on appelle les activités dormantes. L'activité dormante, c'est pas pour essayer de survivre. C'est dans ce sens-là, de manière fondamentale, qu'il faut, de mon point de vue, comprendre sur le niveau de l'insécurité dans le corridor. Mais même dans ce corridor, il y a dans le corridor, le corridor. Dans le corridor, il y a le corridor. Il y a des endroits dans le corridor qui sont connus comme étant dangereux, très dangereux. Et c'est le cas pour, Jonathan l'a dit tout à l'heure, c'est le cas, c'est pas pour ce qui concerne l'incident que nous déplorons tous et qui a servi d'aiguillon pour toutes sortes de désinformations, etc. Donc, alors ici, quand vous êtes dans des endroits dangereux dans le corridor, il faut faire attention, au moins d'erreur, les mercenaires, les terroristes, ils ne vous ratent pas. Parce que je vous ai dit, la bagarre, c'est de reprendre le corridor. De le prendre sur le corridor, un segment du corridor, pour faire le travail, comme je vous ai dit, remplacer l'État, faire le douanier, anarquer ici, surtaxer, etc., les commerçants, etc., tout ce qui emprunte le corridor. Donc, il y a toute une économie de la terreur criminelle qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer pour bien analyser ce que vous entendez appeler un jeu. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième enjeu maintenant, lui qui n'est jamais parti, c'est l'enjeu géopolitique, même si, n'est-ce pas, je l'ai dit, même si le parrain est dans une situation difficile, il se bat, la France. Elle se bat terriblement, elle se bat. Elle se bat terriblement parce que, bon, j'entends ce que j'appelle des passions. Des passions. En géopolitique, il n'y a pas d'émotion et de passion. Il y a les intérêts. Il y a les intérêts. Il y a les rapports de force. Il y a la capacité de se projeter, d'anticiper sur les rapports de force. Capacité à être un excellent tacticien, un stratège. Ne faites pas la géopolitique avec des vœux. Ne faites pas la géopolitique avec la colère et les émotions. J'entends ici et là, de gauche à droite, lui, le président, toi, il me dit, pourquoi il va en France? Qu'est-ce qu'il va chercher en France? J'ai dit à un qui m'a interpellé, c'est un ami là à Paris. Je lui ai demandé à la fin, toi-même tu fais quoi à Paris? J'ai demandé, toi-même tu fais quoi à Paris? Si Paris est absolument infréquentable, on ne doit plus mettre les pieds, même quand les intérêts de son pays sont en jeu en tant que tels. Vous faites quoi en France? Pourquoi pensez-vous que c'est seulement les présidents qui doivent aller en France? Je le dis, assois-toi, je vais t'expliquer. Aller en France, pour le cas du président Touadéra, ce n'est pas trahir. C'est gérer les rapports de force. C'est aller prendre ce qui lui est de droit. Jonathan vous a parlé du franc CFA. Le franc CFA, c'est quoi? C'est l'argent des pays africains qu'on stocke en France. Et à partir de l'argent, on fait des chantages aux dirigeants. De manière fondamentale. Oui, qu'on s'entende bien. Et il y a des positions qui ne sont pas juste tenables du point de vue panafricaniste. C'est-à-dire qu'on est sérieux. On n'analyse pas la valeur d'un combat panafricaniste, d'une marche panafricaniste de manière fondamentale par le fait d'aller ou pas en France. Je répète.
on n'analyse pas la valeur d'une position panafricaniste digne de ce nom par le fait de ne pas aller en France ou pas. C'est ta politique d'ensemble, c'est ton orientation politique fondamentale, c'est tes choix stratégiques qui permettent de qualifier ta démarche comme étant panafricaniste. Maintenant, à partir de ça, tu analyses et interprètes les intérêts du pays que tu gères à partir de ce moment-là, sans état d'âme, parce que, étant dans une position panafricaniste, tu ne rencontres pas un président en position de faiblesse. Tu ne rencontres pas un président pour aller vendre ton pays. Puisque je répète, tu es un panafricaniste. Tu es au pouvoir en tant que panafricaniste. C'est différent. Lorsqu'on est au pouvoir, un sous-préfet, on a un satrape, on a un petit gouverneur de colonie. Quand lui va en France, il va voir son chef pour essuyer ses chaussures, repasser ses habits et avoir un peu d'argent pour rentrer. C'est-à-dire le sous-préfet, ça va réclamer son salaire. C'est pas la même chose. La question est celle-ci. Touadéra, le président Touadéra, est-il un sous-préfet de la France? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Touadéra est un sous-préfet de la France? Non. Deux, s'il ne l'est pas, et il ne l'est pas, comment les gens font pour ne pas voir? Le jour, il y a des indicateurs stratégiques qui montrent que quelqu'un ne peut donner une démarche fondamentale si on prend le contexte centrafricain. Quel est le partenaire majeur du président Touadéra à l'heure actuelle en Centrafrique? Fédération de Russie. Vous avez dit? Fédération de Russie. Bon, c'est compliqué à voir. Est-ce que le partenaire qui décide en Centrafrique aujourd'hui, c'est la France? C'était le cas hier. C'était le cas hier. La France était chez elle. Le Centrafrique était un pied à terre d'un dirigeant français. C'était un pied à terre. Chez lui, c'était petit, c'était un pied à terre. Moi, chez toi, encore même, c'est noble. Un pied à terre, c'est là où tu vas faire les basses besognes. En passant comme ça, tu t'arrêtes, tu dis, bon, vraiment, je vais me reposer ici, je vais passer un peu de temps là. Ce n'est pas ton lieu principal de résidence. Puisqu'ils ont même épousé la femme du chef de l'État. Ben, on lui a, comment? On lui a, tu parles de Giscard et Bokassa? Oui. Alors, donc, nous ne sommes plus à ce niveau. Mais on n'est pas à ce niveau grâce à l'action d'un homme qui, par ses batailles, a réussi à poser les bases pour un relèvement de l'État. Ça se fait progressivement. Tout à l'heure, Bertrand vous a donné un ensemble d'indicateurs budgétaires. Je voudrais que les gens me disent de quoi est-ce qu'on parle. Mais ce monsieur a sous la main, comme budget, moins de 300 milliards. Vous savez ce que ça veut dire? Vraiment. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, 300 milliards gérés pour un chef d'État, pour un pays comme celui-ci? Il faut payer les fonctionnaires. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il faut tout faire avec 300 milliards. Il est normal que cet homme dise que partout il y a l'argent de mon pays, je veux prendre ça. Oui. Et l'argent est où? C'est à Paris, le voleur. C'est tout. Le voleur. Aide budgétaire. Ils ont pris l'argent là pour aider. Il prend cet argent. Deuxièmement, dans le cadre de la stratégie, le président Touadéra, Bertrand tout à l'heure a parlé de quelque chose de particulier. La situation sécuritaire du pays. C'est très important. C'est-à-dire, contrairement à un discours dont le triomphalisme est allé plus vite que la réalité du terrain, et on condamnera personne, on ne va pas condamner quelqu'un pour ça, il faut voir là où on est parti, où on est arrivé. Il faut parler comme les Maliens, ils appellent ça monter en puissance. À monter en puissance. Donc quand vous voyez là où on est parti, il était normal qu'on soit triomphaliste. Mais le pays n'est pas encore sécurisé. Le pays n'est pas sécurisé. Et
Et le parti, oui, totalement sécurisé. Oui. Il n'est pas totalement sécurisé. Est-ce qui pousse d'ailleurs Bertrand tout à l'heure dans son analyse à demander au président d'aller beaucoup plus loin dans sa coopération, dans son partenariat stratégique avec la Fédération de Russie, notamment sur les questions sécuritaires, puisqu'aujourd'hui les faits nous donnent tous raison, le pays n'est pas totalement sécurisé. Je ne parlerai pas comme ça. Pas parce que Bertrand a tort, non. La Russie ne fait pas la magie. Ce n'est pas un État qui fait la magie, qui sort tout d'une boîte magique pour le... Non, non. La Russie fait face à des défis, hein, aujourd'hui. Et à partir de ces défis-là, ça a un impact sur son bras stratégique à se déployer sur d'autres territoires. C'est tout à répondre à toute cette demande-là qui vient de partout. Ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, ça veut dire quoi? On parle bien. C'est-à-dire que le président Touadéra est conscient de ça. C'est pour ça que le front de la levée de l'embargo est un front hautement stratégique. Est-ce que les gens voient ça? Comment le président a-t-il fait pour lever l'embargo aux Nations Unies? Posez-vous la question. Posez-vous la question. C'était une bataille extraordinaire. C'était une bataille parce qu'il fallait être en mesure d'affronter les puissances du Conseil de sécurité qui bloquaient les Français, qui bloquaient ces gens-là, qui bloquaient l'embargo. Mais ça ne se fait pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça qu'on obtient ça, hein, dans un contexte d'un État qui était complètement failli et qui aujourd'hui se relève. Se relève. Mais il n'a pas seulement obtenu ça. Hein. Il a obtenu la levée de l'embargo militaire. Même sur les diamants. Et très récemment. Bravo. Sur le diamant. Je crois qu'il y a de cela 2 semaines. Donc aujourd'hui, on peut vendre le diamant sur le marché mondial. Ce n'était pas le cas, qui est d'ailleurs très sollicité. Ce n'était pas le cas. Absolument. Ce qui demande que l'on y voit, mais il faut pas... je veux dire quoi? Il est normal que l'opinion fasse pression sur les dirigeants. C'est très bien, je n'ai rien contre ça. Mais il faut faire une pression, il faut faire des pressions éclairées, en tenant compte de la réalité de la situation. Et moi, j'ai mon principe là, que vous connaissez tous. Je dis, je me mets toujours à la place de quelqu'un avant de le critiquer. Je me mets toujours à la place de quelqu'un. Moi, je me dis que, ok, si moi j'étais présent aujourd'hui en SCA, dans les conditions actuelles, avant de faire ce qu'il faut faire, Fabrice, vous êtes confronté à la réalité qui rend possible ce que tu veux faire. Donc, ce n'est pas seulement que je veux faire, non. Je vais faire, oui, volontarisme. Mais la réalité sur le terrain va t'amener à articuler ce que tu veux faire et la possibilité concrète et réelle que l'existant en l'état que tu as trouvé te donne. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Donc non seulement il a obtenu ça. Ce qui veut dire qu'avec la grâce de Dieu, on peut attendre une augmentation substantielle des ressources financières du pays. Donc, il faut partir de cette situation-là pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que le président, ce qui a été possible de faire pour ce type, dans des conditions très malheureuses, très malheureuses. Alors, dans ce cas, je reviens encore à l'économie criminelle, l'économie des bandes armées. Fabrice Ndoum, il y a beaucoup, encore, Bertrand l'a dit, d'espaces, de villages, de lieux en Centrafrique où l'État n'est pas encore installé. Hein. L'autorité de l'État n'est pas restaurée. Vous savez ce qui se passe là-bas? Mais ce sont les groupes armés qui remplacent l'État. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, oui, c'est-à-dire ces groupes armés-là interpénètrent avec le tissu socio-communautaire. Ça devient compliqué. On restaure l'autorité de l'État dans un contexte comme celui de la Centrafrique, d'abord par le rapport de force militaire. Militaire. Donc, la priorité, et je rejoins à ce niveau-là tous mes companélistes, la priorité c'est le rétablissement de l'État partout sur le territoire. Alors, ce qui veut dire qu'en plus du partenariat avec la Russie, il faut réfléchir correctement comment est-ce qu'on va... il faut relancer rapidement, intensifier le rétablissement de l'autorité de l'État partout, jusqu'au dernier village, jusqu'à la dernière périphérie de ce pays-là. Sur tout le territoire. Et là, moi, je dis ceci. Et moi, je pense que par rapport à ça, il y a
on peut innover encore. Je n'ai pas cessé de le dire. Tant que les États d'Afrique centrale ont une conception nationale de leur sécurité, alors qu'on est en face des menaces globales qui prennent des formes sous-régionales, certes, mais sont des menaces globales, ça ne marchera pas. Je pense que c'est de le dire, ça ne marchera pas. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir comment est-ce que, à partir d'une stratégie vraiment globale de la restauration de l'autorité de l'État en RCA, on dynamise davantage le partenariat stratégique avec la Russie. C'est de cela qu'il s'agit, de notre point de vue. Alors, pendant ce temps, les groupes terroristes vont faire ce qu'ils savent faire. Ils ne peuvent rien faire, ils vont faire ce qu'ils savent faire. Je pense que le débat n'est même pas à ce niveau. Il faut davantage renforcer les capacités des FACA. Il faut intensifier, consolider, affiner l'alliance stratégique avec la Russie. Mais il faut approfondir davantage la stratégie de restauration et de rétablissement de toute l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Et là encore, on ne cessera pas essayer de faire notre travail. Nous n'allons pas nous fatiguer de rappeler aux pays africains, aux pays des différentes sous-régions que le terrorisme est un enjeu global. Vous ne pouvez pas nationaliser vos approches contre un ennemi qui lui est global. Il y a des parrains qui sont connus, qui eux fonctionnent global. Ouais. Vous êtes dans des micro-stratégies nationales, ça ne marchera pas. Être convoqué derrière la dynamique. C'est pour ça. Au sein de la CEMAC, pour voir quelle est la stratégie de la CEMAC pour venir à bout de cette ennemi. C'est pour ça que vous allez dire n'importe quoi. Ouais. L'AES là, est quelque chose d'extraordinaire. Ça, ils l'ont très bien compris. Et bien, ils ont raison de dire que même, la force multinationale mise, l'état dans lequel cette force se trouve, c'est un scandale. Et c'est la preuve qu'il n'y a pas une véritable vision sous-régionale. Pour ne parler que de ça, en matière de lutte contre, en matière de guerre contre les menaces comme la menace terroriste. Quand vous regardez les frontières du Centrafrique, quand vous regardez la configuration des groupes armés, maintenant, vous avez des groupes armés réellement endogènes. Je veux dire que la composition, c'est centrafricain, mais vous avez d'autres groupes, oui, très bien. Vous avez d'autres groupes puissants qui ne sont pas centrafricains. Qui ne sont pas centrafricains. Peut-être même Nord-Congo. Comment? Bien sûr, bien sûr. Tchad même à certains moments. Bien sûr. Comment allez-vous sécuriser vos frontières quand tous les pays, par exemple, qui vous entourent ne sont pas sécurisés? C'est ça. Qui sont dans des guerres où votre pays sert de base arrière quand ils sont menacés, ils replient chez vous. Et quand ils replient chez vous, il n'y a pas d'autorité de l'État. Fabrice. C'est pas avec la poche qu'on a. Ce sont des faits que je suis en train de vous dire. Et à partir de là, la France ne s'ennuie pas. Elle sait que ils ont des ressources. C'est pas seulement la France. Les États-Unis, tous les pays, là, les prédateurs fonctionnent comme ça. Ils savent, là, nous avons la ressource permanente. On va lever ça à tout moment pour faire le chantage à l'autorité centrale. Pendant qu'il y a de la vie sur cette pression-là, matin, midi, soir. Je ne parle même pas des vauriens qu'on appelle politiciens centrafricains. Vous avez le Jonathan. Ziguele, mon ami. Parce que, président, ce que tu as dit... C'est une manière de montrer aux Centrafricains que ce que dit est sérieux. Président, mais ce que tu as dit est très pertinent en matière de sécurité. Oui, c'est ça. Le président Touadéra est aujourd'hui confronté à une chose. Il y a un journaliste belge, un journaliste canadien, un Français qui vit au Canada. Il a créé un journal qui s'appelle Corbeau News. Ouais. Dans son Corbeau News, là, en ligne, avec Ziguele, Ziguele a recruté un gars qui écrit dans les réseaux sociaux. Donc, le gars écrit des mensonges. Il démobilise l'opinion centrafricaine tous les jours. Tous les jours. En Centrafrique, ce Corbeau News-là émet, ils ont une capacité à infiltrer les réseaux sociaux qui est très forte. Très fort. Mais Corbeau News. Il faut que le président prenne une décision. Que l'on suspende les accès de Corbeau News sur les réseaux au Centrafrique. Les Centrafricains s'abreuvent de désinformation tous les jours. Tous les jours. Et Ziguele, il est le champion. Oh, président, vous avez vu quand Ziguele était dans la manifestation à Bangui. Ceux qui n'ont pas vu, nous on a vu.
c'est les Fabrice qui ont couvert. Ouais. Mais la manifestation où il disait qu'il va amener du monde, À la fin, c'était ils étaient pratiquement 20 personnes dans la rue, complètement esselé. sous le soleil, 11 heures. Ils ont marché à 20 sous le soleil. Et on voyait les gens, quand ils ont pris honte, les Iguélés, eux, ils n'ont jamais honte. Ils n'ont jamais honte. C'est les gens qui, je ne sais pas, mais, président, comment on peut expliquer ça? Quelqu'un qui a... C'est comme s'il a foutu son honorabilité dans un... Il est allé quelque part, il a dit mon honneur là, il a allumé un grand feu, il a brûlé ça là-bas. La honte, il n'en a plus. Ils ont marché, ils étaient 3 à l'arrivée devant tous les militaires de l'ONU là. 3. Je me suis demandé comment un être humain normal, bien constitué, peut faire ça pour contre son pays. C'est les mêmes individus. Bolingumba, Ziguélé, et le gars qui est en France là, Dologele. Les mêmes individus. Ils ont ajouté ces derniers temps un autre monsieur là qui lui dit qu'il protège la société. Il est docteur. Il est docteur. Lui, il est friand des voyages. Dès qu'on lui donne un voyage à Nairobi, il vomit tout son venin là-bas. C'est un docteur. Très prisé par la France maintenant. C'est lui qui a d'ailleurs écrit le rapport, fameux rapport Beninga. Voilà, Beninga. Le docteur Beninga. Un autre vendu. Voilà des gens qui démobilisent l'opinion centrafricaine tous les jours. Les hommes politiques. Mais vous savez, Les hommes politiques centrafricains, très peu. Il y a des patriotes. Mais les autres, oh, Ziguélé s'est fait entourlouper par la même France quand il était Premier ministre. 10 ans, pas de salaire. Tous les jours, il allait à l'ambassade de France. L'ambassadeur lui disait, demande des blocs. Il a vécu avec l'espoir pendant 10 ans. À la fin, qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris ses cousins, il a mis à quelques postes et le peu d'argent qu'il avait, il poussait ça à sa famille. Conséquence, pendant que Ziguélé fait ces problèmes-là, il travaille avec l'ambassade de France. Ses cousins, ses membres de famille, ils sont en France en train de bien vivre. Donc vous avez des gens, pour Dologele et Bolingumba, ils sont dans les affaires, et apparemment ils ont arraché les biens de ceux qui étaient le grand révolutionnaire là, en Centrafrique. Ils ont arraché ces biens. Ils sont dans les problèmes judiciaires intenses à Bangui. C'est ces individus qui se présentent devant les Centrafricains et leur racontent n'importe quoi. Et ils font croire aux Centrafricains que les routes qui ne sont pas bitumées, c'est pas le président Touadéra qui ne travaille pas. Mais ils ne disent pas la vérité. La France a bloqué l'argent du Centrafrique. Bloqué. La particularité du Centrafrique, c'est qu'ils ne sont pas comme les pays de l'AES qui avaient une puissance financière déjà en interne. Eux, on a détruit tout. J'invite souvent les panafricains à aller en Centrafrique, faire même un mois. C'est depuis 1965 qu'on a détruit ce pays. Il y a même l'un des fils, l'un des opposants rapidement, qui nous a raconté, il nous a fait un témoignage glaçant. Il dit Bertrand que lorsqu'il y avait les manifestations en 1979 pour chasser Bokassa, les Français, les coopérants français sont venus dire aux jeunes dans les quartiers, allez d'abord casser les industries de la zone industrielle. Toute la zone industrielle que tu vois là, c'est les jeunes qui ont cassé. Dont la génération des Bolingumba là. C'est eux qui ont cassé ces zones-là. Cassé tout. Aujourd'hui, la zone industrielle de Bangui, c'est quoi? C'est l'ambassade des États-Unis. Ils occupent... Moi, je me suis demandé, les États-Unis, quel est leur projet pour le Centrafrique? Ils disent qu'ils veulent coopérer avec ce pays. Leur ambassade est logée dans une ancienne industrie. Ça veut dire qu'ils veulent dire que ça ne sera plus jamais une industrie. Les casques bleus des Nations Unies, c'est les entrepôts d'industrie qu'on a... On a assemblé et ils ont mis tout comment on appelle, leur conteneur là où ils habitent. C'est ça la réalité. Le Centrafrique, contrairement aux autres pays qui ont fait leur révolution, le Centrafrique n'a pas de tissu industriel. Pourquoi? Parce que Paris s'inquiétait d'une chose. C'est en Centrafrique qu'on commençait à faire la maintenance des avions et des hélicoptères en Afrique centrale. Bokassa avait réussi ça. On peut l'injurier, dire tout. Giscard d'Estaing lui a pris jusqu'à sa femme, volé ses bijoux, volé les diamants, et il est mort dans l'honorabilité. Pourtant il était même pire que Balthazar.
Il lui a volé sa femme. Donc ils ont cassé toutes les industries de Centrafrique. Ils ont laissé aux Centrafricains comme seul sport, la Kalachnikov. C'est ça la réalité. Et c'est ces gens que les Ziguelés côtoient. Ziguelé est fier d'entendre qu'il est l'interlocuteur de l'ambassade. Mais Jonathan, à un moment donné, il faut questionner la responsabilité du Centrafricain. Les Centrafricains devraient... Jonathan, je t'ai rapidement retrouve non, c'est révoltant parfois quand on parle de ça. Président, vous excusez, mais quand le président parlait de la sécurité, vous savez, l'un des atouts d'un pays, c'est aussi la participation populaire. Quand la sécurité, la population a pris conscience des enjeux, elle participe. Alors, les Centrafricains doivent rester mobilisés autour du président Touadéra. Et les panafricanistes, les activistes des réseaux sociaux, si, comme le président dit, si ils n'ont que leurs émotions, parce qu'il y en a là qui se comportent comme des petits devins. Il dit, quand je vois Touadéra avancer, c'est pas des visions. Il dit, quand je le vois avancer. Alors, président... Et sur la base de ça, il veut démobiliser l'opinion. L'opinion centrafricaine doit être mobilisée. Le Centrafrique fait face à des pressions énormes. L'argent des Centrafricains est bloqué. Les Saoudiens avaient débloqué 400 millions de dollars pour engager le bitumage de Bangui. Le bitumage de route. Alors, la France a bloqué l'argent. Ils disent que ça ne doit pas arriver en Centrafrique. Parce qu'ils ont peur que le président Touadéra amène le développement en Centrafrique. Et les Centrafricains, au lieu de se mobiliser, il y en a qui, même parmi certains qui sont dans l'administration actuelle, ils continuent de croire qu'il faut aller dans des petits couloirs à Paris ou bien à l'ambassade. Merci à vous, Jonathan. Président vous retrouve. Et tout à l'heure, vous avez dit, pour le cas du Centrafrique, on sort de loin. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de réalisations faites par le président Faustin-Archange Touadéra. Il n'y a pas peut-être de formule magique, mais comment doit-on faire pour véritablement capitaliser ces acquis du côté de Bangui, puisqu'on entrera certainement en 2025 avec une élection présidentielle? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais je répète encore une fois le plus, la géopolitique, ce n'est pas la magie. La première leçon qu'on doit tirer de l'expérience centrafricaine, je vais arriver aux solutions, c'est dans un pays, et c'est la bataille que nous menons au Cameroun. Tout à l'heure, Bertrand a parlé de ça. Le NMP, son seul combat, c'est que nous anticipons sur la plébiscite. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour qu'au Cameroun, le projet impérialiste, à savoir détruire ce pays pour le reconstruire, l'ivoiriser, et ce réalisme. Les gens pensent qu'ils ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas l'impérialisme. Vous ne connaissez pas l'impérialisme. Un pays doit tout faire pour que l'État ne s'effondre pas. Quand dans un pays, l'État s'effondre, pour le redresser, vous allez baver. Parce que c'est la seule chose que l'impérialisme adore. Faire s'effondrer un État qui est debout. Un État, vous pouvez critiquer l'État, tous ces consorts. Faites passer les hommes, mais ne laissez pas l'État s'écrouler. Parce que quand l'État s'écroule dans des conditions actuelles, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc, le Centrafrique nous parle à ce niveau-là. La France a organisé l'effondrement de l'État centrafricain. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour répondre à la rébellion. La révolution. J'oublie son nom, ce révolutionnaire-là. Il était l'ami de Oumyobé, comme ça. Oui, j'oublie son nom. J'oublie son nom. Bokanda. Non, Bokanda, c'est après. Après, celui avant, il y a eu avant. Un puissant mouvement de révolution centrafrique qui a fait trembler la France. Il dit puissant. Oumyobé s'inspire de cette révolution-là. Bokanda vient après. J'oublie le nom. Faut que là, tu vas trouver son nom. J'oublie son nom là. C'est Kirina ou c'est qui ça? Peut-être qu'il est un révolutionnaire. Tout le monde le nom là, j'oublie le nom. Donc, la France. Je pose une question, Fabrice. Vous pensez souvent à Haïti? Voilà. C'est le meilleur exemple qu'on parle. Vous pensez à Haïti? Tout à fait. Vous voulez savoir ce qu'on appelle les impérialistes. Regardez le sort d'Haïti. Parce que Haïti a fait la révolution la plus retentissante des esclaves. La révolution noire. Noire, la plus retentissante. Non, on m'a dit la plus retentissante. Les impérialistes, colons esclavagistes ont dit, on va te faire payer ça. Alors, aujourd'hui, le pays n'est pas... Attendez, vous dites que non, ça concernait, normalement, c'est la France qui devait être en première ligne sur ça. Elle est là. Parce que là où il y a le mal sur terre, la France est en première ligne. Mais la puissance qui me le fait, tu sais qui? C'est pas Washington. C'est Washington. C'est Washington là colonisé Haïti, comme on dit. Ils détruisent Haïti. Est-ce que de manière fondamentale, l'Amérique, l'État américain, en dehors de ce qui s'est passé dans son pays avec la guerre civile, machin, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État américain qui opérait en Haïti. On est d'accord?
C'était les Français, entre autres. Aujourd'hui, regardez dans quel état Haïti se trouve. On va te faire payer ça. C'est-à-dire que tu vas payer ça. Hein? Vous les Noirs, là, vous voulez vous élever au niveau de l'universel le plus absolu. Jusqu'aujourd'hui, Haïti est un laboratoire. C'est-à-dire que ce que les Américains font en Haïti, c'est-à-dire que ce pays, l'Amérique, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment qualifier ça. Quand je vois des Africains parler avec les Américains, ils rient. Ça me fait, oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Combattant justement africain. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux tranquilles là-bas. Oui, pensez un peu à Haïti. Donc, il est en train de dire que il faut tout faire dans un pays que l'État ne s'effondre pas. C'est clair. Monsieur, en Centrafrique, l'État s'est totalement effondré. Après Bokassa, ils ont... Et Paris était très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la géopolitique, Paris considérait que la SCA, c'est sa réserve géopolitique et géostratégique. Vous savez que la SCA, le Centrafrique, est l'un des pays les plus riches au monde, hein, en matière première. Le plus riche au monde. Un des pays les plus riches au monde en matière première. La France estimait que c'était sa réserve. Et pour que ce soit sa réserve, il fallait tout faire pour qu'il n'y ait pas un véritable État patriotique qui s'élève là, au regard des traditions guerrières, révolutionnaires, anticolonialistes du peuple centrafricain. C'est le Kirina. Il a battu Bokanda après. Alors, donc, les questions de sécurité, pour revenir dans ce sujet, Fabrice, vous savez, il y a un danger qui guette le SCA qui est même très sérieux. Et là, je vais vous rejoindre pour interpeller le président et ceux qui l'entourent. Alors nous parlons. Vous regardez ce qui se passe en Syrie. Le cas syrien est un peu, quelques détails près. On peut comparer ça à ce qui se passe en SCA. Oui, c'est-à-dire, les impérialistes, là, matin, disent qu'il faut détruire le pays ici. Assad a résisté. Grâce à l'appui de Poutine, de la Russie. Il a résisté. Il a même repris une bonne partie du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, pour plusieurs raisons, qui ont fait un peu comme, ok, on ne sait pas ce qui s'est passé, où des gens se sont un peu endormis, etc. Alors, je vous parle, les rebelles sont en train de remonter en première ligne en Syrie. Profitant du fait que la Russie a des fronts qui la préoccupent. Vous dites, ils sont en train de remonter en première ligne. Et regardez les médias mainstream. Ils ont commencé la campagne contre la Syrie. En disant que oui, vraiment, machin, il peut tomber à tout moment. Qu'est-ce que je veux par là dire? Quelle est la caractéristique fondamentale des groupes armés en SCA? Ils se maintiennent et se reproduisent parce qu'on appelle le principe de sissiparité. Ça veut dire quoi? Quand ils ont le rapport de force en leur avantage, quand ils ont le vent en poupe, ils font l'alliance. C'est-à-dire qu'à cette alliance des groupes armés, hein. D'abord, en sango, ça veut dire alliance. C'est le cas. Quand ils ne sont pas en position de force, ils retrouvent chacun reprend son autonomie. Le dernier en date, c'est le cas de la CPC. On avait effectivement des divisions en interne, une façon qui a décidé de retrouver l'État et l'autre qui est resté. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous tenez compte du fait que les groupes armés, là où il n'y a pas l'autorité de l'État n'est pas réel, vous avez dit que ces groupes armés remplacent l'État et se fondent dans la population, qui vont accepter la sécurité et un gouvernement de groupes armés, parce qu'elles n'ont pas le choix. Vous allez dans des zones agro-pastorales, vous voyez ce qui se passe. Ce sont les rebelles qui vont commencer à sécuriser la transhumance, voilà, les pasteurs, etc. Ils vont même aller un peu, eux-mêmes vont commencer à créer leur pâturage pour survivre. Écoutez très bien. Et ils lèvent l'impôt. Ils lèvent l'impôt, ils font tout la douane. Écoute très bien, Fabrice. Ils font ça, mais ils attendent que le vent soit favorable. La géopolitique est un domaine où ça va vite. Ça va très vite. Ils attendent que le vent soit favorable. Quand le vent sera favorable, quand tu laisses des petits villages être pris, des petites régions être pris, à un moment donné, la géopolitique française a toujours été d'opposer le nord au sud. Pareil en Centrafrique, vous allez voir, quand vous regardez
Quand vous regardez la carte militaire centrafricaine, vous allez voir que les différents groupes armés là, quand on évalue les territoires qu'ils ont contrôlé à un moment donné, donc c'était quand même tout le pays sauf Bangui. Oui. Il fait un moment même l'État se réduisait à km 12. Bien sûr. Non, maintenant quand Bangui est repris, sécurisé, vous remontez. Mais vous allez voir que il y a une ligne marginale là, historique là, c'est-à-dire l'axe nord-sud, la frontière qui sépare le nord et le sud, la France aime ça. C'est-à-dire le centre. Non, c'est comme ça, elle aime bien ça. Donc on va s'assurer que les groupes rebelles, ce que je dis là est très important, les groupes armés, quand ils font scission, quand ils sont pas en première ligne là, dans l'alliance, ils se séparent chacun de toute autonomie. L'important, chacun va grignoter sa place là-bas, grignoter là-bas. L'important est que quand on regarde, ils soient en puissance, ils soient en position, à un moment donné, quand on fait alliance, de séparer le sud du nord. Ouais. J'espère très bien que en Centrafrique, on est très conscient de ce que je suis en train de dire. C'est là où je rejoins Bertrand et Tassinda pour interpeller le président Touadéra, pour interpeller les autorités de Centrafrique, de faire attention. De faire attention. De faire extrêmement attention. Et l'exemple syrien nous parle. L'exemple syrien nous parle. Et la France est très à l'aise dans ça. Faites attention. La France est très à l'aise dans ça. On reproche à Touadéra d'aller en France. C'est la France qui est venue supplier Touadéra. Mais c'est la géopolitique classique de la France. On embrasse son ennemi pour mieux l'étouffer. Parce que pendant que la France t'embrasse, elle parie sur le temps. Elle sait que les groupes rebelles là vont regagner de la puissance. Même chacun concentre son territoire, à un moment donné, quand ce sera nécessaire, on va les fusionner. On va les fusionner, Jonathan, on va les fusionner. Et tu vas te retrouver dans une situation que tu avais déjà réglée hier. C'est d'autant vrai ce que tu dis présent, c'est que chaque différente faction de groupes rebelles que tu dis s'appuie sur une petite organisation politique. Et à l'approche de l'élection présidentielle, ils vont faire ce qu'on appelle une véritable coalition. Donc il y aura la coalition politico-militaire. Voilà. Il y aura une grosse coalition et on va prendre le nom Sango, on va chercher le plus charismatique. Non, mais et on va dire qu'il va porter donc la coalition. Clair. Il viendra à l'élection présidentielle. Hein. Mais clair. Et je vous dis, tous ces groupes armés en dernier instant sont parrainés par l'Occident, Washington, Paris. Là, c'était mesure, l'ONU, son contingent. Et le FMI. Non, mais ça va de soi. Eux, ils gèrent l'argent. C'est pareil, c'est clair et net. Alors, c'est présent. C'est clair. Macron, la France est très forte dans ce jeu. Hein. Très forte dans ce jeu. Alors maintenant, en plus, je vais terminer par là, parce que vous me demandez de chuter. Dans de telles conditions, mais Jonathan, Bertrand, Ahmed Momo, par quelle magie vous allez sortir? Quel est le grand homme politique va sortir de l'argent? Vous voyez comment on va bloquer pendant 100 ans l'émergence de vrais patriotes. Parce que quand vous parlez du Centrafricain, Bertrand a raison d'interpeller le Centrafricain. Ok, allons voir le Centrafricain que vous appelez moyen. Il est dans quel état? Dans quel état se trouve-t-il? Pauvreté, absence de... Parce que même quand tu veux interpeller quelqu'un souvent, il faut même voir s'il peut même recevoir ton appel. Le Centrafricain, là où il est là. Mais moi, quand je vois souvent le président Kabila, je dis que mais, ce type-là, c'est un génie. Parce qu'il a même fait comment même pour faire le peu qu'il a même fait là. Il a même fait comment pour faire le peu qu'il a même fait là. On parle au Centrafricain là. Il est dans quel état le Centrafricain? Il ne t'écoute même pas. Non, mais la situation est très difficile. L'économie, elle est très difficile. L'économie en lambeaux, le taux de chômage, c'est extraordinaire. La situation est très difficile. C'est la MINUSCA qui a la plus grosse entreprise. La MINUSCA est la plus grosse entreprise. Elle a plus d'argent même que l'État. Mais attends, mais la question du carburant, c'était un problème extraordinaire. Les gars de l'ONU, ils avaient le monopole sur le carburant. Le carburant, c'était leur affaire. Ouais. Et leur approvisionnement passait avant celui de l'État. Bien sûr. Ouais. Quand tu parles de tamoul, là, c'est tamoul, tu te dis déjà là-bas. Mais le vrai, à un moment donné, c'était l'ONU. Les gars, la MINUSCA, c'est la MINUSCA quoi? MINUSCA. Ouais. C'est ce qui dérangeait. Aujourd'hui, le président Touadéra est en train de tout faire pour qu'on les fasse partie. Mais, pourquoi on les maintient là? Pourquoi on les maintient là? On va renouveler le mandat, je crois, pour un an. Pourquoi? Quand ça va finir, on va encore le renouveler. Et tu te demandes à quoi ils servent? Ils n'apportent rien, mais ils sont là. C'est la panoplie de la mise d'un État sous tutelle au XXIe siècle. C'est ça. C'est bien organisé. C'est bien organisé. On te fout des rebelles chez toi. Après, l'ONU vient, s'installe. Voilà, et maintenant, hein, après, tu vas voir,
On a formé un cartel, ONU, rébellion, communauté internationale. Partout observé, vous allez voir ça, communauté internationale. Tu es fini. Alors tout à l'heure, donc, quand Jonathan nous interpelle sur il cite les noms de voyous, des gens qu'il ne faut pas appeler ici, des mercenaires, tous les noms qu'il cite là. Mais, voilà la classe politique que la France entretient et réserve au Centrafrique. Au Centrafrique. Leur rôle, c'est de faire pression sur toi, de la matin, midi, ça voilà leur rôle. Ouais, ce sont des bandits. Des voyous, hein. De vrais voyous. Ziguele, qui ne connaît pas Ziguele? Qui ne connaît pas Ziguele? De le Guélé, qui ne connaît pas. Celui-là, il avait vendu le Centrafrique avant. Oui. Il était seulement candidat. Il a signé que je vends tout, je vous donne tout. Il a signé. De le Guélé. Il ne vit pas en Centrafrique, il vit en France. Mais c'est Centrafricain. Son pays, c'est pas la France. Même Ziguele, c'est qui? C'est pas un Français? C'est un Français. Pas de quoi? Ça dit que c'est. Et leur rôle, c'est de faire pression. Ça ressemble au politica du Mali, là. La même banque. Tu le vois comme ça, leur travail, c'est ça. Alors, c'est donc pour ça, vous voyez la bataille de la... Votre titre là, la bataille de la désinformation. Laissons le fait divers. C'est grave, hein, parce qu'on a perdu un soldat, c'est mauvais. Mais de mon point de vue, c'est un fait divers. Ça fait mal. Que dit là? Elle dit que c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Parlons comme ça. Vous ne voulez pas manquer de respect à la mémoire de ce grand soldat camerounais qui a perdu la vie. Le chauffeur, pardon, qui a perdu la vie. Le chauffeur qui a perdu. Je considère que c'est un soldat. Parce qu'il faut être un soldat pour conduire. Pour conduire, absolument. C'est un corridor. Voilà, c'est un soldat. Donc, perd son âme et beaucoup de soutien à sa famille. Mais, pourquoi la désinformation est montée en première ligne? Étudiez bien la structure de la désinformation. Parce que quand la France... Que veut-on justifier? Non, quand la France t'embrasse dans la guerre, quand tu as tapé la France là, et qu'elle est en situation, qu'est-ce qu'elle fait? Il lui reste quoi? L'arme de l'information. La géopolitique au XXIe, c'est avant tout la guerre de l'information. Et la France est organisée. On vous a créé RFI et 9 médias partenaires. C'est bien, hein? 9 médias partenaires ont créé le consortium Forbidden Story. Quand il vous dit, sont les lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte chargés de prévenir l'assassinat des journalistes et de les protéger. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'il y a tout un arsenal juridique qui est mis en place pour les protéger. Maître d'ailleurs s'en inquiétait tout à l'heure, disant que comment peut-on créer des dispositions pareilles pour protéger des lanceurs d'alerte? Mais nous-mêmes, journalistes, on n'a pas une telle sécurité. Parfois, nous prenons énormément de risques. On se dit, est-ce qu'on va réussir effectivement à s'en sortir? Mais la providence est là. Comment peut-on aujourd'hui protéger autant des lanceurs d'alerte? Autant au XXIe siècle, à l'heure de l'information, un journaliste, c'est un militaire. Vous êtes en arrière d'ici, excusez-moi, vos négreries là. Oui, moi je traite l'information, je suis machin. Neutralité. Tout ça. Ils sont neutres par rapport seulement à leurs États. Mais ils dépendent tous des médias, des réseaux français, étrangers. Et quand ils sont là-bas, entre eux, ils considèrent que RFI c'est un média indépendant, que France 24 est un média indépendant. Ils considèrent ça, ils sont d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils refusent de voir le fait que les Français disent que ça participe du consortium public des médias français. Alors, Fabrice, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais chuter par là, pour interpeller les gens. La France a créé son réseau, c'était un réseau de bandits qu'ils ont créé, ils appellent ça journalistes, ce sont des militaires déguisés en journalistes pour la plupart. Et comme d'habitude, ça manque jamais. Ils ne sont même pas journalistes, président. C'est une nouvelle profession, lanceur d'alerte. Je dis qu'ils appellent journalistes. Alors, pour président, effectivement, ce consortium a un financement de près de, c'est ce que je cherchais dans mes notes, de près de 1500 milliards de francs CFA mobilisés, effectivement, contre la présence russe en Afrique. Bon, je dis, c'est bien de répéter ça. Ça manque jamais. Ils ont rien de ramasser le Centrafricain. Donc 2 milliards d'euros. Ce Centrafricain, j'ai oublié son nom. 1500 milliards. 2 milliards d'euros. Voilà, comme d'habitude, ils ont ça manque jamais. Il y aura toujours un Centrafricain pour faire le travail. Quand moi je collaborais avec les Russes, je travaillais pour le compte de l'État centrafricain. Nous on montait des fausses informations, on faisait de la désinformation pour le compte de Wagner, l'État centrafricain.
Et on prend son témoignage, on dit que non, voici l'exemple, le gars, il travaille pour... Nous savons comment ça fonctionne. Mais oui, bien sûr. Et la France est donc dans la guerre de l'information, monsieur. Oui. C'est la guerre de l'information. La France, moi je dis, les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, ils battent en France, ils braillent là. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire Bertrand, c'est-à-dire que... Hein. Bon, faisons, on fait avec eux. On est dans la guerre, c'est la guerre de l'information. Et c'est la guerre géopolitique. Dans la guerre géopolitique, pendant que j'ai créé une armée de l'information, je t'embrasse, je t'invite à l'Élysée, je te fais la courbette. Le président tu le sais. Je te fais la courbette. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça là? Parce qu'on sait que la force sur laquelle il s'appuie, c'est le panafricanisme. C'est un panafricanisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mettons-le à porte-à-faux avec sa stratégie. Mettons-le en porte-à-faux avec sa stratégie. Retournons ça contre lui. En même temps aussi, il a besoin de reprendre ses sous. Il a besoin de lever l'embargo militaire, etc. Vous voyez comment on marche sur une ligne? On marche sur un fil? Oui, monsieur, la géopolitique souvent, c'est marcher sur un fil. Et quand on marche sur un fil, on n'a pas le temps de répondre aux gens assis dans les réseaux sociaux, ils boivent leur bière, et après ils rient, vous insultent. Ils ne gèrent rien. On passe sur un fil. Le sait. C'est ça, Paris, tout ça c'est écrit dans les documents qu'on vous a partagés, sinon. Comment casser le panafricanisme, comment retourner les présidences. Mais c'est écrit, panafricanisme. Donc la France est dans la guerre géopolitique, mais avec l'âme de l'information. Et tu as vu le montant, le budget qu'on a mis en œuvre, non? 1500 milliards. Pour lutter contre ça. Très bien. Bon, alors, ok. Je pose une question. Quel est votre réseau d'information par l'africaniste avec un budget? Je ne parle pas de ce niveau. Donc, divisons le budget là même par 1000. Divisons ça par 1000. Quel est l'État africain? Quel est l'État africain qui a compris qu'au XXIe siècle ici, c'est la guerre de l'information et que sur ce terrain-là, on a un avantage qu'aucun continent n'a, le panafricanisme. Je pose la question. Combien de présidents l'ont compris? Mon cher Bertrand, combien de présidents ont compris ça? Mais écoutez, face à ça, la France dit ok, moi ma stratégie n'est plus militaro-militaire. Non, j'ai compris. J'ai compris. Je déplace, je crée notre front. Le front maintenant c'est le front militaro-informationnel. Je sais que j'ai sur le terrain mes groupes armés, je sais quand je vais les fédérer. Je sais quand je vais les fédérer. Pour l'instant, nous sommes dans le harcèlement, nous sommes dans la pression géopolitique, nous sommes dans la campagne de guerre médiatique. Et la France a des consortiums, elle a toute une armée numérico-militaire. Elle a mis les moyens dans la guerre de l'information. Les Africains font quoi? Les milliardaires africains font quoi? Est-ce que ce sont des milliardaires? Bolloré a créé un média. Est-ce que ce sont des milliardaires authentiques? Bolloré a créé un média en France. CNews, c'est M. Bolloré. Bolloré a créé, il a créé un cartel. C'est une armée médiatique, oui. Bolloré. Et Bolloré est en première ligne pour influencer l'opinion et fabriquer l'opinion en France. C'est dans sa bataille, c'est CNews. Oui. Entre autres médias qu'il a. Vos milliardaires camerounais ou africains, on m'a appelé partout. Président Dangote, vraiment, c'est panafricaniste, il faut qu'on le soutienne. Je leur ai dit, allez vous faire foutre. Ils sont à l'Élysée. Comment parler comme ça? Allez vous faire foutre. Dangote, je ne le connais pas, il ne m'intéresse pas. Parce que le commandement de l'Afrique n'intéresse pas M. Dangote, c'est un homme d'affaires. Parce que tu veux pas être Dangote, tu as les milliards, tu ne comprends pas qu'il faut que tu t'investisses dans la guerre de l'information pour ton continent. C'est une honte. Appeler ça milliardaire, des prénoms comme ça. J'ai dit ça aux gens, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas le seul. Oh non, président, tu as vu, et le Melou, hein, UBA, c'est une valeur africaine. Le président parle de lui. Je dis, allez faire vos affaires là-loin de moi. Je ne sais pas de ça. Quel est ce continent-là? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ça, c'est l'enfantillage. C'est-à-dire que c'est de l'enfantillage. On est à un niveau même. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'on parle. C'est un niveau d'inconscience et ce n'est pas possible.
Mais vous voulez, elle dit, après ça, on verra, ils sont assis. Hein? Attendez, on a beaucoup de chance. Hein? On a la chance parce que le combat, c'est en train de porter. Hein? Ça a porté. Les Africains, là, vous massacrez. Si vous échouez seulement un peu là, ils vont se retourner. C'est-à-dire qu'on vous avait dit non, que vous avez envoyé attaquer la France. Vous dites que ce sont des vauriens, ils regardent ça à distance. Quand ça avance, ils font seulement d'être avec vous. Oh non, le panafricanisme. En même temps, ils guettent. Ils ne s'engagent pas. Hein. Ils ne s'engagent pas. Ils distribuent, ouais, je vous dis, ils distribuent les points ici et là. Ils ne s'engagent pas. Quand ça marche, c'est bon. Ils viennent même donner la leçon. Non, il faut faire ça. Hein. Il faut soutenir Dangote, il faut faire ça. Vraiment, c'est pas... Les élites africaines qui veulent changer le continent ne sont pas conséquents. Fabrice, nous avons dit ça ici la dernière fois. Comment des États émergent, vous êtes des États révolutionnaires? Vous ne comprenez pas l'enjeu de la guerre de l'information. Allons-y pour chuter. J'arrive. Je dis bien la guerre globale de l'information. Je ne dis pas que quelqu'un crée son média parce qu'il y a des mal créé son média. Il s'appelle qui? C'est fort, il y a des non? Il y a des mafis, il a créé son média. Chacun veut créer son... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Afrique Média, c'est l'information globale. Attention, information globale. Pour libérer un continent. La France a mis 2 milliards d'euros. C'est ça, non, Jonathan? 2 millions d'euros. Tout à fait. 2 milliards d'euros. Bon, le président a-t-il la capacité de mobiliser? Le budget du Centrafrique, 252 milliards de francs CFA. Et des gens le critiquent sans savoir avec un moyen, même le gaz. C'est un miracle. Donc, 400 millions d'euros. Quelqu'un met 2 milliards d'euros. Tu mets 400 millions d'euros. Alors, tu fais quoi? Est-ce qu'il y a un match comparable? 400 millions d'euros, c'est le budget de l'État centrafricain. Donc, ça l'ONU, la MINUSCA, 1 milliard d'euros. Budget. Moi, je veux vous dire, écoutez, moi, je suis dans ce combat, c'est qu'on l'a commencé. Moi, je suis très... Nous essayons de garder notre indépendance. Vous savez, moi, on me qualifie de pro-russe. Je m'en fous. C'est mon honneur. Mais, un truc est passé devant nous tous là. Jonathan, on a fait comme ça, on ne le voit pas. On ne peut pas faire ça. Le groupe des BRICS a renoncé subitement à lancer sa monnaie. Non, Bertrand, je ne t'interpelle pas là-dessus. Hein. Le groupe des BRICS, Jonathan, tu as suivi ça? Oui. Le groupe des BRICS a subitement renoncé à lancer sa monnaie. Que non, pour l'instant, avec le changement aux États-Unis. Bon. Puisque c'est. Il se dit que le président Trump pourrait apporter une forme de taxation. Lui, il ne blague pas. Lui, il ne fait pas la guerre militaire. La guerre économique. Très bien. Il tord les poules, il ne blague pas. Lui, c'est comme ça. Trump, c'est la guerre économique essentielle. Pourquoi les BRICS ont renoncé à lancer la monnaie? Pourquoi le mouvement de dollarisation qui était puissamment avancé, et le sommet, si, c'était pour ça. Le sommet, c'était pour ça. On a dit non. On renonce à lancer la monnaie des BRICS. On verra comment, bon, les États vont se débrouiller, on verra comment on va bricoler. Pourquoi? Mais comprenez-vous bien, les pays leaders des BRICS, que vous prenez la Chine, que vous prenez la Russie, ben je vous dis, ils ont des préoccupations stratégiques sérieuses qui les engagent, Fabrice. Et je répète encore, ça peut peser, ça va peser sur leur déploiement à l'égard des partenaires. Dans un contexte où l'OTAN, Washington, FMI, Banque mondiale, ont des capacités de venir flatter nos États avec l'argent. Il faut faire attention dans cette situation-là. Il faut faire très attention. Il faut faire attention. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais président, tu as vu Tinubu à l'Élysée? Tinubu était en haut. Hein? Les Français chantent maintenant, ils chantent les chansons du Nigeria. L'orchestre du palais a chanté, ils essaient de danser, machin. Non, c'est sérieux. C'est de danser et tout, machin et consort. Donc, il faut que on prenne la mesure de la situation. Bertrand l'a dit, je reprends ça à mon compte. Il faut qu'on prenne la mesure de la situation et qu'on intensifie les stratégies. D'accord. Qu'on fasse preuve de plus d'imagination et d'innovation. C'est déjà bon ce qui est là. Mais en géopolitique, tu dors une seule seconde, tu es mort. Tu dors une seule seconde, tu es mort. Les minutes ne dorment pas. La France
ne pardonnera jamais, ne pardonnera jamais. Et je sais qu'il le sait, il le sait. Il n'est pas le président centrafricain, ce n'est pas quelqu'un qui... Il le sait. La France ne lui pardonnera jamais. Dans la moindre erreur. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que on fasse rentrer le Centrafrique un peu en arrière. Mais bon, ça n'arrivera pas. Nous sommes là pour soutenir et accompagner le président et le pays. Merci à vous, président Bandakani. C'était un fait d'accueil, monsieur. On va franchir la première dorsale de cette